Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour ce petit rendez-vous autour de l'intelligence artificielle. Et la question, l'intelligence artificielle peut-elle dominer l'intelligence humaine? Avec nous donc Laurent Alexandre, médecin, chirurgien, urologue, neurobiologiste, surdiplômé. Il a fait Sciences Po, l'ENA, HEC. Il a fondé le site Doctissimo, que vous devez tous connaître. Il a fondé plusieurs sociétés high-tech. Il est éditorialiste à l'Express. Il écrit aussi dans Le Monde. Il est libéral assumé, au sens anglo-saxon du terme. Il a été qualifié, on peut dire à tort, comme gourou ou prophète du transhumanisme. On peut dire que ça lui colle aussi, c'est un peu son sparadrap du capitaine Haddock. Il est volontiers provocateur. Sa fortune lui permet une liberté de ton totale, une liberté de parole. Et surtout, il est père de famille, ce qui est important quand on parle du futur. Laurent Alexandre a publié La mort de la mort, La défaite du cancer et l'an dernier, un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui s'est très bien vendu, m'a dit Jean-Marc Tonnet. La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine. Comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation. Donc, il est tout à fait à même de répondre à la question, l'intelligence artificielle peut-elle dominer l'intelligence humaine? On va commencer par aujourd'hui, où en est-on? Il y a 20 ans, Deep Blue battait Kasparov aux échecs. Plus récemment, AlphaGo a battu le champion du monde de Go. Les intelligences artificielles battent les humains au test de QI. On est foutu? Non. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'être parmi vous ce soir parce que j'adore cette région. Depuis que je suis tout petit, je viens dans ce département que je connais quasiment par cœur. J'ai skié beaucoup dans ce département. Je connais toutes les montagnes béarnaises et basques par cœur. Donc je ne suis pas de chez vous, mais je connais bien ici. Je ne suis pas un étranger. En tout cas, je me sens de chez vous. Alors, est-ce qu'on est foutu? Bien sûr que non. Mais comme l'intelligence artificielle va très vite, il faut qu'on ait une stratégie. Nous sommes d'accord que dans cette salle, il n'y a aucune intelligence artificielle. Nous sommes tous des intelligences biologiques. Donc, en tant qu'intelligence biologique, en tant qu'humain, il faut qu'on ait une stratégie de manière à se servir de l'intelligence artificielle et de ne pas être dépassé dans le futur par elle. Parce que moi, je fais passer les intelligences biologiques, les neurones, nous, avant l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans la Silicon Valley, il y a des gens qui pensent qu'on doit passer le relais et qu'on doit admettre notre infériorité et laisser le pouvoir aux intelligences artificielles. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Moi, je suis contre la fusion avec l'intelligence artificielle. Je suis contre notre dépassement par l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle doit rester un esclave, un serviteur, doit nous aider à nous augmenter, mais qu'en aucun cas, nous devons lui donner le pouvoir. Donc, où on en est aujourd'hui? Pour la faire simple, l'intelligence artificielle, elle est con comme une bite, mais elle est capable de faire de plus en plus de choses mieux que nous quand il y a beaucoup de données. C'est-à-dire conduire un camion ou une voiture mieux que nous, conduire un avion tout seul dans pas longtemps. Les intelligences artificielles analysent mieux un scanner que les meilleurs radiologues du monde. On pourrait multiplier les exemples. Vous connaissez aussi les exemples du jeu de Go. Donc l'intelligence artificielle, quand il y a beaucoup de données pour l'éduquer, nous dépasse. En revanche, nous, notre domaine de supériorité, c'est quand il n'y a pas beaucoup de données. Nous sommes capables, contrairement à l'intelligence artificielle, de décider et d'analyser une situation à partir de très peu d'informations. Pour vous donner juste un exemple, pour qu'une intelligence artificielle reconnaisse une girafe, il faut qu'on lui en ait montré 1 million. Pour qu'un bébé reconnaisse une girafe, il suffit qu'il en ait vu 2 ou 3. C'est ça la différence entre l'homme et l'intelligence artificielle. Notre cerveau est construit pour être capable d'analyser à partir de très peu d'informations. Et cette différence, elle ne va pas changer dans les décennies qui viennent. Nous allons rester incroyablement efficaces
pour comprendre le monde quand il n'y a pas beaucoup de données. En revanche, on est minable et on est de plus en plus mauvais quand il y a plein de data, ce qu'on appelle le big data, quand il y a plein de données, parce que là, vous voyez, par exemple, l'analyse de l'ADN d'un patient, c'est 20 000 milliards d'informations. Même le meilleur d'entre nous, même Dr House ne peut pas analyser 20 000 milliards d'informations en une consultation, alors que l'IA le fait beaucoup mieux que nous. Donc globalement, notre règne, notre royaume, c'est là où il n'y a pas beaucoup de données. Et quand il y a beaucoup d'informations et qu'il y a du big data, il faut bien admettre que l'IA va faire mieux que nous. Oui, Laurent, cependant, on a vu certains, notamment Ray Kurzweil, ils prévoient l'arrivée de la singularité, c'est-à-dire le moment où l'intelligence artificielle va prendre le pas sur l'intelligence humaine. Il la prévoit pour dans 15 ans. Il y a plusieurs scénarios. Est-ce qu'il y en a un qui se dégage plus que d'autres? C'est bien difficile. Quand on regarde les 100 meilleurs experts au monde en intelligence artificielle, il n'y en a pas 2 qui sont d'accord sur le futur de l'intelligence artificielle. On n'a jamais vu autant de désaccords entre experts que sur ce sujet. Il y a des gens qui pensent que l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire dotée de conscience artificielle, peut arriver dès 2025. Elon Musk pense que l'intelligence artificielle peut nous exterminer dès 2035. Moi, personnellement, je fais partie des optimistes. Je pense qu'il est totalement exclu que l'intelligence artificielle puisse nous supprimer avant 2060 ou 2070. Donc vous voyez qu'il y a tout un éventail entre les pessimistes, comme le patron de Tesla, comme le vice-président de Google, qui sont inquiets à court terme, et puis les optimistes comme moi, il y a un océan. Cependant, Laurent, il y aura des conséquences sociales par cette émergence d'une intelligence artificielle qui peut remplacer certains métiers. On prend l'exemple des chauffeurs de camions, mais peut-être, moi qui suis journaliste à La République, un jour, on me remplacera par une intelligence artificielle. Alors, tu sais bien que je ne pense pas une seconde que l'intelligence artificielle puisse remplacer un journaliste, contrairement au fantasme maso de certains journalistes. En revanche, les chauffeurs routiers, c'est sûr que l'intelligence artificielle va conduire mieux les camions qu'eux, avec moins d'accidents, dans pas très longtemps. Et donc se pose la question des gens qui sont dépassés par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une vraie question. Ils vont tous porter des gilets jaunes ? Alors, l'intelligence artificielle est une machine à fabriquer des gilets jaunes. Vous voyez bien que Harari a très bien expliqué ça dans ses 2 derniers livres. Vous savez, Harari a dit « Il y aura demain les dieux et les inutiles. Gods and useless. » Les dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et qui vont gagner de plus en plus de pognon et avoir de plus en plus de pouvoir, et puis les inutiles qui sont moins intelligents que l'intelligence artificielle. On en parlait à table, mais le Financial Times, qui n'est pas vraiment un journal marxiste, s'est inquiété récemment du fait que chez Google, on arrive maintenant à avoir des spécialistes de l'intelligence artificielle qui ont des bonus de 100 millions de dollars. Pas 100 000 dollars, hein, 100 millions pour un type. Mais des gens très intelligents. Et puis les gens qui ont plus de mal avec l'économie de la connaissance, tout ça, eh bien, il y en a beaucoup qui ont du mal à joindre les 2 bouts. Vous savez bien que les petits métiers gagnent de moins en moins. Les gens qui comprennent le monde de la technologie, la génétique, l'intelligence artificielle, le big data, ils se font des couilles en or. Et puis ceux qui ont plus de mal, qui font des métiers concurrencés par les robots et l'intelligence artificielle, ils ont du mal à joindre les 2 bouts. Donc oui, si on n'y fait pas attention, si on ne modernise pas radicalement la formation professionnelle et l'éducation, oui, il y a un danger demain qu'il y ait que les gilets jaunes éclosent comme les crocus au printemps. C'est-à-dire des gens dépassés, qui n'arrivent pas bien à joindre les 2 bouts, malheureux, et ce qui finalement menacerait la démocratie, parce que si on a, comme Harari le décrit dans Homo Deus, qu'il a écrit, comme vous savez, après Sapiens, si on a un monde dans lequel il y a une élite qui prend tout, parce qu'elle comprend parfaitement le monde de l'intelligence artificielle, et puis qu'il y a des gens qui sont malheureux et dépassés parce que l'intelligence artificielle est plus intelligente qu'eux, la démocratie va mourir. On ne peut pas avoir une société équilibrée s'il y a des écarts immenses entre les gagnants de l'intelligence artificielle, ceux qui sont les maîtres, les managers, les coordinateurs, les régulateurs de l'intelligence artificielle, et ceux qui sont
substituée, dépassée, remplacée par les robots intelligents. C'est une société insupportable. Et ce que dit Harari des dieux et des inutiles, c'est un cauchemar politique. Et nous tous, en tant que citoyens, aujourd'hui, notre priorité, cela doit être d'empêcher la réalisation de ce cauchemar politique. Tu parles dans ton livre d'idiots utiles de l'intelligence artificielle, du risque que l'on a de devenir des idiots utiles de l'intelligence artificielle. Et pour éviter ce risque, il y a des solutions que tu évoques dans ton livre, ce qui ne veut pas dire que tu les partages. Quand tu parles de la sélection embryonnaire ou de la neuro-augmentation électronique, on parle notamment avec Elon Musk qui a créé la société Neuralink, qui envisage même d'implanter des petites puces dans le cerveau de nos petits-enfants. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Personnellement, moi, je suis plutôt inquiet par ce type d'évolution. Bon, vous comprenez bien que face à l'intelligence artificielle et les robots, on a finalement plusieurs scénarios. Le premier, c'est celui d'une interdiction mondiale de l'intelligence artificielle. Donc on dit l'intelligence artificielle va trop vite, elle menace les gens moins doués, elle pose des problèmes sociaux majeurs, et donc on l'interdit mondialement. Je vous souhaite bon courage pour aller interdire l'intelligence artificielle en Californie et surtout en Chine, qui fait de l'intelligence artificielle le moteur, comme l'a répété 1000 fois le président chinois depuis 2 ans, le moteur pour devenir la première puissance mondiale devant les États-Unis. Donc c'est le premier scénario, il n'est pas réaliste. Le deuxième scénario, c'est de dire finalement, c'est le revenu universel. Il y a des gens qui ont du mal à l'école. Ils ne vont pas être compétitifs face à l'intelligence artificielle, donc on va les mettre au revenu universel jusqu'à leur mort. Ça part d'un bon sentiment. C'est de dire c'est trop dur pour eux. Ils ne vont pas être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Donc on va les payer pour aller au café et regarder le tiercé. En attendant qu'ils meurent. C'est ça le revenu universel. Oui, oui, oui. Le revenu universel, c'est de dire il y a des gens qui ne vont pas y arriver, qui ne vont pas être compétitifs face à l'intelligence artificielle et les robots. Ça, c'est la deuxième possibilité. Moi, personnellement, je suis contre le revenu universel pour cette raison. Je pense qu'une société dans laquelle on abandonne une partie des gens en disant « vous êtes trop cons pour lutter contre l'IA et on ne va pas pouvoir vous former », c'est une société odieuse et totalitaire. Après, vous avez 2 autres scénarios. Le scénario d'Elon Musk, vous savez, le fondateur de SpaceX, les fusées et des voitures électriques Tesla, qui a créé une nouvelle société il y a 2 ans et demi qui s'appelle Neuralink. Et il a pour projet de fabriquer des microprocesseurs miniatures pour mettre dans le cerveau de nos enfants, de manière à les rendre compétitifs face aux petits Chinois et face à l'intelligence artificielle. Alors c'est un peu troublant. Je suis bien d'accord, et moi je ne vous dis pas que mes enfants et mes petits-enfants, je leur mettrai de gaieté de cœur des microprocesseurs dans le cerveau, mais si tout le monde le fait, est-ce qu'on va vouloir que nos enfants soient les domestiques de ceux qui auront des enfants qui auront eu des microprocesseurs pour les augmenter? Ça pose un problème moral majeur. Puis vous avez une autre voie, c'est de passer par la génétique et la biologie, c'est-à-dire de sélectionner les bébés comme dans Bienvenue à Gattaca, finalement. En fabriquant des bébés plus intelligents. Le premier test génétique pour sélectionner et repérer les bébés plus intelligents quand on fait une fécondation in vitro a été annoncé avant-hier. Donc vous voyez qu'on est au cœur du sujet. On n'est pas dans la science-fiction. En réalité, la science-fiction devient à toute vitesse de la science. Et éventuellement un cauchemar technologique. C'est-à-dire que le premier test permettant, quand on fait une fécondation in vitro, de regarder tous les embryons qu'on a pris chez la maman, par biopsie des embryons, des ovules, et puis qu'on a fécondé in vitro, et de séquencer l'ADN des différents embryons, et de sélectionner celui qui va être le plus intelligent. C'est la 4e possibilité. Alors, je ne vous dis pas du tout que c'est ce que je souhaite, hein, et une société de type Bienvenue à Gattaca pose des tas de problèmes moraux et politiques, bien évidemment. Mais il y a des gens qui pensent que c'est la seule solution. Donc, soit on interdit l'IA, c'est pas possible, soit il y a plein de gens qui ont du mal à suivre et on les parque au revenu universel jusqu'à la retraite, soit on augmente le QI par des microprocesseurs, soit on augmente le QI, les capacités intellectuelles, soit on les augmente par sélection embryonnaire. Ce sont les 4 possibilités qu'on envisage aujourd'hui. C'est bouleversant.
ma copine Frigide Barjot va finir par faire un infarctus à la Manif pour tous, même si on l'a mis dehors à la Manif pour tous, comme vous savez, parce qu'elle était trop favorable aux droits des gays. Entre les transhumanistes qui veulent augmenter le cerveau de nos enfants et de nos petits-enfants, et puis les bioconservateurs qui disent que c'est horrible, il va y avoir des vraies oppositions. Moi, personnellement, je suis en tant que père de famille, nombreuse, je suis très troublé, très perturbé. Et il me semble réaliste de penser qu'on va chercher à augmenter les capacités intellectuelles de nos enfants pour éviter qu'ils soient dépassés par la machine dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et en même temps, je suis très troublé à l'idée que mes enfants pourraient, dans quelques années, mettre des microprocesseurs dans le cerveau de mes petits-enfants pour les rendre compétitifs dans le monde de demain. Nous rentrons dans un monde où nous allons être vraiment bouleversés. Et d'ailleurs, la technologie entraîne non pas un petit changement technologique ou économique, nous sommes en train de changer de civilisation avec l'intelligence artificielle. Et il est légitime d'être troublé. Et moi, en tant qu'expert du secteur, je suis troublé. Il est normal que vous soyez troublés. Il est normal que nous soyons troublés. Nous devons inventer ce futur politique et ça n'est pas fastoche. Moi aussi, je suis troublé parce que je suis un peu paumé chaque jour. Hier, on a eu, entre tous les futurologues que l'on a eu au cours de ces idées mènent le monde, hier, par exemple, on a eu Daniel Cohen qui a fait une très belle conférence autour de son livre, qui est sous-titré « Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète ». Donc vous avez tous les deux lu Harari, vous avez tous les deux lu Hannah Arendt, vous avez tous les deux vu le film R, dont il nous a fait un long développement hier, vous avez tous les deux vu Matrix, et vous avez des conclusions qui diffèrent grandement. Tu as parlé notamment du revenu universel tout à l'heure. Il est pour. Lui, il est pour, et toi, tu écris clairement qu'il doit devenir un interdit aussi fort que l'inceste. Alors, moi, je vais vous dire, si je suis contre le revenu universel, c'est que finalement, je suis un libéral de gauche. Je suis pour donner à tout le monde des chances égales. Et le discours bienveillant autour du revenu universel, moi, je le décrypte différemment de la façon dont les intellectuels le décrivent. Pour moi, le revenu universel, c'est dire aux gens « Tu es trop con pour qu'on te rende compétitif face à l'intelligence artificielle, on va te payer pour attendre ta mort. Et tu ne participeras pas à la société, tu n'auras plus d'utilité collective. » Et pour moi, c'est faussement bienveillant. C'est en réalité un discours de démission. C'est pour les intellectuels paresseux. Un intellectuel aujourd'hui, son vrai métier, c'est de faire en sorte que tous nos enfants soient compétitifs face à l'intelligence artificielle. C'est pas de dire à 50% de nos enfants et de nos petits-enfants « T'es trop con, on te met au revenu universel jusqu'à la fin de ta vie ». Ce qui est un discours dégueulasse. Et donc, à côté de ce discours de paresse, parce que ça va être compliqué de diminuer les inégalités intellectuelles, à la place de ce discours de paresse, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se batte pour moderniser la formation des adultes, pour moderniser l'éducation, pour qu'il n'y ait personne sur le bas-côté et qu'on ne soit pas obligé de mettre les gens dépassés par l'intelligence artificielle au revenu universel, mais qu'au contraire, on ait tous une utilité sociale, économique, politique, qu'on rende tous des services à la société et que nous soyons tous, nous, nos enfants et nos petits-enfants, dans les décennies qui viennent, complémentaires de l'intelligence artificielle et utiles à côté de l'intelligence artificielle. Non au revenu universel, tous au boulot, tous utiles pour construire un monde de demain qui ne soit pas la vision d'Harari des dieux et des inutiles au revenu universel, qui pour moi est une vision fasciste et totalitaire et totalement injuste du monde de demain. Donc tu écris ça dans le livre, qu'il existe un chemin un peu entre les bioconservateurs d'un côté et entre les transhumanistes purs et durs de l'autre. Tu écris qu'il y a un chemin entre la fascination morbide pour un futur déshumanisé et les nostalgies bioconservatrices. Concrètement, ça va reconfigurer totalement le champ politique. Plus récemment, dans l'Express, où ta chronique... 52 chroniques par an. Dans celle du 27 septembre, tu titrais « Dans quel parti se cachent les transhumanistes ?» Y a-t-il des partis qui risquent d'exploser ou d'imploser plutôt? Il
il y a des transhumanistes et des bioconservateurs dans chaque parti. Vous avez bien compris que les bioconservateurs veulent arrêter les progrès biotechnologiques, alors que les transhumanistes ont 5 objectifs. Nous rendre immortels. C'est pour ça que Google a créé une société, Calico, destinée à tuer la mort. Nous augmenter, faire des bébés à la carte, c'est-à-dire sélectionner des bébés, fusionner nos cerveaux avec l'intelligence artificielle et puis conquérir le cosmos. C'est pour ça qu'Elon Musk a une société pour envoyer SpaceX pour envoyer 1 million de terriens sur Mars, et puis que l'homme le plus riche du monde, le patron d'Amazon, et vous utilisez tous Amazon ici, a lancé et a investi une grosse partie de sa fortune, qui est la plus grosse du monde, dans ses fusées Blue Origin, puisqu'il veut envoyer 1000 milliards d'êtres humains dans le cosmos. 1000 milliards, on n'est que 7 milliards. Mais il fait partie des gens qui sont plutôt favorables à l'utérus artificiel, c'est-à-dire donc à fabriquer des bébés sans passer par une maman. Et donc, il y a entre ceux qui veulent que l'homme devienne tout-puissant, devienne homo deus, devienne l'homme-dieu, l'homme démurge, et puis ceux qui sont conservateurs, eh ben, il y a une vraie opposition, et cette opposition, elle est à l'intérieur de tous les partis. À l'extrême gauche, par exemple, il y a des gens qui sont plutôt bio-progressistes. Et puis, par exemple, José Bové, lui, il est contre la fécondation in vitro, il est contre la PMA, il est contre la thérapie génique, même pour traiter les enfants myopathes. Alors qu'on imaginerait que les gens de l'extrême gauche soient plutôt progressistes. Il est ultra conservateur, il est plus conservateur en biologie que Frigide Barjot et que les gens de sens commun. Donc vous voyez que quand on regarde la biologie, toutes ces technologies-là, les clivages politiques traditionnels sont cassés. Il y a des gens transhumanistes à droite et à gauche, et il y a des bioconservateurs et à droite et à gauche, et des gens qui étaient traditionnellement à l'extrême gauche se retrouvent à l'extrême droite d'un point de vue des technologies biologiques et de la possibilité de changer notre descendance. Donc oui, l'intelligence artificielle et les biotechnologies sont en train de casser le clivage gauche-droite traditionnel et de le remplacer par un clivage entre les bioconservateurs et les transhumanistes qui veulent que nous devenions des dieux. Puisque finalement, les transhumanistes disent Dieu n'existe pas, mais il va exister, c'est nous, quand nous allons avoir un pouvoir absolu sur l'univers. Il est normal, personnellement je suis athée, mais il est normal que ce soit troublant pour les croyants. Moi, je ne me moque pas du tout des croyants, je ne me moque pas du tout des bioconservateurs. Il y a des oppositions légitimes entre ceux qui veulent fabriquer l'homme-dieu et ceux qui pensent qu'au contraire, l'homme doit rester à sa place, c'est-à-dire sous le contrôle de la transcendance, sous le contrôle des dieux. Ça pose la question de l'éthique aussi. Jusqu'où on peut augmenter l'homme? Tu écris de l'homme réparé à l'homme augmenté. Il n'y a qu'un pas, mais le pas, il peut être énorme. Et puis, il y a aussi des positions qui peuvent choquer, notamment quand on commence à parler de sélection embryonnaire. Il y a des gens qui réagissent aussitôt. On t'a traité de galtonien, d'eugéniste galtonien. Moi, j'ai jamais dit qu'à titre personnel, j'étais favorable à ça. J'ai juste fait remarquer qu'on a déjà plongé dans l'eugénisme. L'eugénisme, c'est sélectionner les bébés. Je vous rappelle qu'à Pau, comme partout en France, 97% des bébés trisomiques sont avortés. 97% des trisomiques dépistés sont avortés. Il n'y a que 3% des bébés trisomiques dépistés, ici comme dans le reste de la France, qui naissent et survivent. Donc c'est bien de l'eugénisme. On a commencé à sélectionner les bébés. Alors, on ne sélectionne pas les bébés les plus intelligents, les plus beaux, etc. On sélectionne les bébés qui ont un problème et on fait un avortement thérapeutique. Mais c'est un premier pas vers l'eugénisme. J'ai peur qu'on ait du mal à freiner ce toboggan eugéniste, surtout quand je vois que 50% des jeunes Chinois souhaiteraient pouvoir utiliser les technologies génétiques pour augmenter le quotient intellectuel, l'intelligence de leur bébé. La Chine est extrêmement eugéniste et transhumaniste. Est-ce que nous allons pouvoir résister ? Et demain, qu'est-ce qu'on va préférer ? Garder nos valeurs traditionnelles plutôt conservatrices, parce qu'on est tous dans la salle ici conservateurs par rapport aux Chinois, mais prendre le risque que nos petits-enfants parlent français en option langue régionale et chinois en première langue dans 100 ans ? C'est compliqué. Il est clair que si la Chine fabrique des Bill Gates à la chaîne,
alors que nous, on refuse l'eugénisme, nous serons demain vassalisés. Mais ce n'est pas parce qu'ils le font que c'est un argument. Donc c'est un vrai dilemme politique et éthique. Ce n'est pas parce que les Chinois font des tas de choses qu'il faut faire la même chose. Mais si nous ne le faisons pas, il est clair que nos petits-enfants seront les laquais, les domestiques des Chinois dans cette hypothèse-là. Donc oui, on va avoir des dilemmes moraux, éthiques, politiques très, très importants. Et on n'a pas la grille de lecture, on n'a pas les instruments politiques et philosophiques pour trancher. Et moi, je ne tranche pas. C'est-à-dire, dans le débat entre les bioconservateurs et les transhumanistes, moi, je suis très partagé. Quand je pense à mes enfants, quand je pense à ma famille, je m'interroge et je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même. Il m'arrive de penser sur ces sujets-là différemment de ce que je pensais il y a un mois. Donc oui, c'est compliqué, oui, on va être partagé, oui, on va être un peu perdu face à tous ces enjeux qui créent un monde fascinant, vertigineux, plein de promesses et en même temps terrifiant pour les gens de ma génération. Toi-même, tu l'écris. Quelle limite à l'hybridation? Qui dit course à la vitesse dit absence de précaution. Et quand on a l'impression qu'il y a parfois, dans certains pays, des apprentis sorciers. Quand on parle par exemple du milliardaire Son au Japon, ça te fait pas peur, ces apprentis sorciers qui, dans leur laboratoire, non mais bien sûr, en dehors de tout contrôle? Vous connaissez tous Son. Qui connaît pas Son? Qui connaît Boston Dynamics, les robots qu'on voit sur YouTube? Seulement? Qui ne connaît pas les robots de Boston Dynamics? Vous savez, les robots extraordinaires. Alors, c'était une filiale de Google, et Google les a vendus à Son, qui est en train d'investir 100 milliards de dollars pour fabriquer des robots ayant 10 000 de quotient intellectuel. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, l'homme le plus intelligent sur Terre, on estime qu'il avait 230 de QI, et il veut faire des robots avec 10 000 de QI. Ça va être difficile pour les ouvriers de chez Peugeot d'être compétitifs face à des robots ayant 10 000 de QI. Donc oui, certains transhumanistes ont envie de créer des formes d'intelligence artificielle et de robots beaucoup plus intelligentes que nous. Moi, personnellement, je pense qu'il faut l'interdire. Et pourtant, je ne suis pas un conservateur. Mais je pense qu'on ne peut pas demain sortir des robots 1 milliard de fois plus intelligents que Bill Gates pour les mettre chez Peugeot et chez Renault. Parce que la niche écologique pour les ouvriers de Renault et Peugeot risquerait de rapidement se réduire. Donc oui, ces réflexions, on ne les a pas eues et il faut qu'on les ait. C'est-à-dire, certains, comme le prix Nobel Stiglitz, le prix Nobel d'économie, proposent qu'on interdise temporairement l'intelligence artificielle le temps de réfléchir à ces enjeux. Parce qu'ils pensent qu'on ne va pas réussir à réformer, reformer, retraîner au sens training, au sens anglo-saxon du terme, les gens qui vont être bousculés par l'intelligence artificielle. Donc oui, bien sûr, ces technologies permettent de créer l'homme-dieu, donc l'apprenti sorcier. Et tout ça est tellement récent qu'on n'y a pas réfléchi. Et comme nos hommes politiques sont à gérer des urgences à 15 jours au lieu de réfléchir à 1000 ans, il est clair que la réflexion politique est, comment dire, pour ne pas être insultant, minable et indigente. Et on a par ailleurs un autre problème, c'est que les dirigeants chinois, la Chine est une dictature insupportable, avec une surveillance orwellienne, mais les dirigeants chinois, ils réfléchissent à 1000 ans. Et les hommes politiques européens, ils réfléchissent à 15 jours, les bonnes semaines, et à 15 minutes, les mauvaises semaines. Donc oui, on a un énorme problème. Comment réguler, comment organiser ces technologies-là, alors même que nos élites politiques ne sont pas adaptées. Et en plus, tu me laisses juste dire un mot, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais si demain, on se fait des couilles en or quand on travaille chez Google, chez Facebook et chez les géants de l'intelligence artificielle et qu'on est sous-payé quand on est politicien, eh bien on aura des mauvais politiciens qui seront incapables de gérer ces transitions technologiques vertigineuses. Il faut augmenter le salaire des ministres, il faut augmenter le salaire des hauts fonctionnaires pour avoir des bons, parce que sinon, tout le monde va se tailler chez les géants de l'intelligence artificielle qui offrent des salaires en millions et millions. Je ne dis pas que c'est moral, mais pour réguler les géants de l'intelligence artificielle, il faut qu'on ait des bons politiciens, et donc il faut qu'on les paye plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui,
le niveau des politiciens, le niveau des ministres est en train de baisser très rapidement dans tous les pays européens. Et c'est dramatique au moment où les ministres chinois sont de plus en plus intelligents et de plus en plus bons connaisseurs de la technologie. Un consensus mondial pour poser un cadre, c'est impossible. Je vous invite à regarder les discours du président chinois. Il n'y a pas un seul discours où il n'explique pas que la Chine va devenir la première puissance mondiale grâce à l'IA, à l'intelligence artificielle, dans le domaine financier, technologique, scientifique et militaire. Vu l'armée européenne inexistante, je vous souhaite bon courage pour aller interdire au président chinois de faire de la Chine la première puissance technologique et militaire du monde grâce à l'intelligence artificielle. Et si vous prenez l'avion et que vous arrivez devant la cité interdite et que vous hurlez avec un hygiaphone « Interdisons les intelligences artificielles chinoises », vous allez assez rapidement finir en tôle. Donc l'Europe est condamnée. Tu l'écris dans ton livre, tu mets les États-Unis en les GAFA, la Chine les BATX, et nous avons la CNIL et de sympathiques nains numériques. On s'est fait baiser. Non mais c'est très clair, on s'est fait baiser. On n'a pas vu la révolution de l'intelligence artificielle et en plus l'Europe est tellement bisounours qu'elle n'a pas développé une stratégie de développement de l'intelligence artificielle compétitive. Et je ne devrais pas dire ça parce qu'on est dans une région où moi, je suis chirurgien à l'origine, donc un peu vulgaire, hein, mais j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps sur l'intelligence artificielle à l'Union européenne et je les ai traités de couilles molles. C'est vrai que l'Europe a eu une stratégie minable, mais on voit le résultat. L'intelligence artificielle est partagée entre les géants du numérique californien, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, hein, qui valent pas très loin de 1000 milliards chacun, et puis les géants de l'intelligence artificielle chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Tencent, c'est l'éditeur de WeChat, hein, qui est beaucoup plus gros que Facebook encore, et que WhatsApp. WhatsApp étant une filiale à 100% de Facebook, comme vous le savez. Et l'Europe n'a aucun acteur. Les géants du numérique chinois et américains valent quasiment 1000 milliards chacun. Et les géants du numérique européen, ils valent entre 500 millions et 1,5 milliard. Donc c'est vrai qu'on est des tout petits kikis. Tout petits. Et l'Europe risque vraiment aujourd'hui de devenir une colonie technologique de la Californie et de la Chine parce qu'elle n'a pas investi dans ces technologies-là, parce que la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle est vraiment très conne, très bisounours, très bienveillante, mais l'intelligence artificielle, c'est une guerre technologique. Et l'Europe n'a pas compris que nous sommes en guerre. L'Europe ne fait pas la guerre technologique. Elle pense que c'est Bécassine le monde qui vient. Non, le monde qui vient, ce n'est pas Bécassine, c'est la guerre pour savoir qui sera le leader mondial de l'intelligence artificielle demain, et donc le leader mondial tout court, parce que l'intelligence artificielle sera au XXIe siècle la clé de tous les pouvoirs, financiers, scientifiques, militaires, économiques. Et là, le libéral qui est en toi ne peut pas s'empêcher d'écrire « L'Europe devrait rééquilibrer sa politique en faveur des opérateurs et réduire les droits des consommateurs ». Ce n'est pas exactement ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas être les spécialistes mondiaux de l'éthique de l'intelligence artificielle, pendant que les autres deviennent les leaders de l'intelligence artificielle tout court. Sinon, nous serons les philosophes de notre déclin, les philosophes de notre vassalisation, les philosophes de notre marginalisation. Je rêve pour mes enfants et mes petits-enfants d'une Europe qui sera le 3e pilier de l'intelligence artificielle avec la Californie et la Chine, et non pas un nouvel État vassal, une proie des géants mondiaux de l'intelligence artificielle, ce que nous sommes en train de devenir. Et je vous demande tous de regarder sur votre téléphone portable. Tout ce qui est sur votre téléphone portable est soit californien, soit chinois. Il n'y a, à part Spotify, rien d'européen. Et il y avait Deezer, mais Deezer vient de se vendre. Deezer, qui était française à l'origine, Deezer vient de se vendre la semaine dernière. On revient sur un peu l'éthique. Tu proposes de remplacer, sur le frontispice de nos édifices, le triptyque liberté, égalité, fraternité par corps, esprit,
hasard. Peux-tu expliquer ça? Alors ça, c'est plus philosophique, mais c'est ma vision à moi. Mais vous pouvez avoir une autre vision, hein. Il y a peut-être chez vous des gens qui veulent qu'on fusionne avec l'intelligence artificielle, comme le vice-président de Google. Mais moi, personnellement, je suis très attaché à notre humanité. Je suis un progressiste, mais très, très, très humaniste. Et donc, je pense qu'il ne faut pas accepter tout ce que propose la Silicon Valley et la Chine et qu'il faut maintenir des vraies lignes rouges philosophiques. Et donc, je pense qu'il faut qu'on défende notre corps et refuser ce que propose le vice-président de Google, Ray Kurzweil, c'est-à-dire que nous fusionnons avec l'intelligence artificielle et qu'on abandonne notre corps en devenant purement des intelligences artificielles sans corps, ce qu'on appelle les post-humains, où on abandonne notre corps biologique. Et d'ailleurs, la conclusion de la guerre des intelligences, c'est sauvons le guide Michelin. Ben oui, pour baiser et bouffer, il faut un corps physique. Les microprocesseurs mangent très peu. Et donc, sauvons notre corps me paraît essentiel. Il faut refuser ce qui me semble être une folie, qui est l'abandon de notre corps. D'autre part, au travers des réseaux sociaux et de la technologie, on a de plus en plus tendance à avoir des contacts extrêmement étroits, mais certains dans la Silicon Valley proposent que nous fusionnions notre cerveau par différents processus télépathiques et en mettant des microprocesseurs dans nos cerveaux. Et là encore, je pense qu'il faut que nous restions autonomes. Il ne faut pas que nous soyons un seul grand cerveau mu par la technologie. Et puis enfin, le hasard. Si l'intelligence artificielle est capable de tout prédire sur notre futur, de tout déterminer, de faire des bébés parfaits à la carte, à quoi bon vivre? Et donc je pense qu'il faut défendre le hasard. Et donc je suis pro-technologie et pro-intelligence artificielle, mais je pense qu'il faut que nous gardions ce qui fait notre humanité et ce qui nous différencie des machines. Nous avons un corps, nous sommes autonomes, et il y a une part de hasard, une part de miracle, une part d'incertitude dans ce que nous sommes. C'est, je crois, les valeurs qui doivent nous guider si nous voulons éviter de sombrer dans un vertige nihiliste, dans un monde terrible où nous devrions, par la technologie demain, des automates, ce qui ne me semble pas être un bon projet pour notre humanité. Donc, Laurent, tu es à Pau, l'invité de François Bayrou, qui a été ministre de l'Éducation nationale. Ton livre est dédicacé à la fois à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Intelligence biologique, et à Mounir Majoubi, le ministre de l'Intelligence artificielle, et surtout, il se termine par comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation. On commence au début du livre par des phrases un peu lapidaires. L'école sous sa forme actuelle va mourir. L'école est nulle. Et tu termines par la phrase en définitive, professeur est le métier le plus important au XXIe siècle. Comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation? L'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation parce qu'elle rend l'éducation ridicule. Comme l'intelligence artificielle galope beaucoup plus vite que l'éducation, elle est révolutionnaire. On continue à former des gamins pour être chauffeurs de poids lourds. Je ne vous dis même pas à quelle vitesse ils vont être à Pôle emploi. Et quand vous êtes chauffeur de poids lourd, on vous reconvertit dans quoi? À l'ère de l'intelligence artificielle. Donc oui, l'école aujourd'hui forme nos enfants, sauf les enfants de la haute bourgeoisie, principalement à des métiers qui sont les plus menacés par l'intelligence artificielle. Mais parce qu'il n'y a pas de réflexion stratégique à l'école. L'école est ultra conservatrice. Donc oui, l'école doit changer, mais ce n'est pas facile parce qu'on investit très peu dans l'école. Hein. Vous savez, je suis chirurgien, je viens et j'ai beaucoup fait de génétique du cancer. Rien que sur le cancer du sein, on a investi 100 milliards de dollars en recherche dans le monde pour arriver dans la situation actuelle où on guérit 55% des cancers du sein à peu près. Ce qui est mieux qu'avant, mais ce qui est encore pas terrible, on le sait bien, hélas. On a plein de gens dans notre entourage qui meurent encore de cancer du sein, mais on a dépensé 100 milliards de dollars en recherche. En éducation, en recherche en éducation, on ne dépense rien. Il n'y a pas de recherche en pédagogie. Et donc l'éducation, aujourd'hui, elle ne marche pas bien. Il y a quelque chose d'affreux que vous ne savez peut-être pas, mais c'est l'horrible réalité.
nos enseignants se donnent du mal. L'école n'est pas du tout inutile, hein. L'école, elle nous apprend plein de savoirs, elle nous apprend à lire, à écrire, elle nous donne des valeurs. Enfin, en tout cas, elle nous donnait des valeurs de mon temps, elle en donne moins aujourd'hui parce qu'elle a un peu de mal et qu'elle est face à plein de problèmes que vous connaissez. Mais l'école ne sait pas faire quelque chose qui est fondamental face à l'intelligence artificielle. L'école n'a jamais démontré sa capacité à augmenter les capacités intellectuelles et donc à réduire les inégalités. L'école nous apprend des savoirs, mais elle ne sait pas réduire les inégalités intellectuelles. Il n'y a aucune étude au monde, dans aucun pays au monde, qui ait montré que l'école soit capable de réduire les inégalités intellectuelles. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne serve à rien. Elle peut apprendre plus ou moins à lire, elle peut apprendre à compter, elle peut orienter plus ou moins bien, mais elle ne sait pas réduire les inégalités intellectuelles. Donc à l'ère de l'intelligence artificielle, l'école sous sa forme actuelle va laisser plein de gens sur les côtés. Parce que les gens qui seront moins intelligents que l'intelligence artificielle vont être dans un grand souci. Ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est la réalité. Et donc le but de la recherche éducative, de la recherche en pédagogie, c'est de trouver des méthodes éducatives qui permettent de réduire les inégalités intellectuelles. Sinon, la démocratie va mourir. Si demain, il y a des gens très intelligents, peut-être même augmentés, qui sont les maîtres de l'intelligence artificielle, payés en dizaines de millions de dollars, et qu'il y a des pauvres gens que l'école n'a pas réussi à faire monter et qui sont très inférieurs à l'intelligence artificielle, on va créer un monde cauchemardesque. Et aujourd'hui, nous n'investissons pas sur la recherche en pédagogie. Quand je dis qu'aujourd'hui, il n'y a aucune technique pédagogique qui permette de réduire les inégalités intellectuelles, ça ne veut pas dire que c'est impossible. En 1930, il n'y avait aucun traitement pour traiter la leucémie de l'enfant. 100% des enfants leucémiques mouraient de leur leucémie. C'était un déterminisme biologique total. Et puis, par la recherche, on est arrivé à la situation actuelle où plus de 95% des enfants leucémiques guérissent de leur leucémie. On a cassé le déterminisme biologique, 100% des enfants meurent de leur leucémie, à une situation actuelle où, grâce à la science, on a donné aux enfants leucémiques la chance de guérir pour la plupart d'entre eux. Il faut faire la même chose pour l'école, mais il va falloir investir des dizaines de milliards de dollars, de manière à ce que le déterminisme actuel, l'école ne sait pas augmenter les capacités intellectuelles des enfants moins doués, se transforme dans la phrase « à partir de 2050, l'école a trouvé de nouvelles méthodes pour réduire les inégalités intellectuelles et pour éviter le cauchemar de Gods Are Useless de Harari ». Mais ça suppose qu'on y investisse au moins autant que ce qu'on a investi pour réduire la mortalité du cancer, et ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, Laurent, tu termines ton livre, là, que tu vas aller dédicacer sur le stand Tonnet dans quelques minutes. Tu le termines par une lettre à tes enfants. On pourrait conclure cette petite conférence qui s'achève par quelques conseils que tu pourrais donner à tes auditeurs dominicaux. Alors, nos enfants, d'abord, il ne faut pas leur expliquer que la fin du monde arrive, parce que d'avoir nos enfants et nos petits-enfants sous Prozac, ce n'est pas très intéressant. Il faut leur expliquer que le monde de demain est compliqué et vertigineux, mais il est magnifique, avec plein d'opportunités. Il faut leur donner l'envie d'apprendre. Il faut leur faire beaucoup lire. Mes enfants, ils lisent 3 livres par semaine et ce n'est pas négociable, depuis qu'ils sont tout petits. Il faut que nos enfants aient de la culture, comprennent l'histoire, la philosophie, aient une culture générale et s'intéressent aux humanités. Il faut avoir une culture générale scientifique, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une culture générale philosophique et humaniste. Et si vous êtes tous ici, c'est parce que vous êtes tous des lecteurs. Et donc, je suis certain que vous avez transmis à vos enfants et à vos petits-enfants l'amour des livres, l'amour de l'intelligence, l'amour du débat intellectuel, l'amour de la culture. Et puis, il faut faire attention, il faut éviter de tomber dans les pièges. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut que nos enfants soient tous codeurs et aillent tous dans le domaine du big data. C'est en fait une connerie. Comme vous l'avez compris, l'intelligence artificielle est nulle quand il n'y a pas beaucoup de data et elle est très puissante là où il y a beaucoup de data. Donc nous, en tant qu'individus, on a intérêt à aller là où il n'y a pas beaucoup de données et où l'intelligence artificielle est merdique pour des décennies, et on n'a pas du tout intérêt à aller et à amener nos enfants là où l'intelligence artificielle va être meilleure que nous parce qu'il y a beaucoup de data et qu'elle va être capable d'apprendre grâce aux montagnes de data.
Donc il faut conseiller à nos enfants de fuir le big data et d'aller dans les zones de l'aventure humaine où il faut décider avec quelques données. Et là, il va falloir des décennies, peut-être des siècles, avant que l'intelligence artificielle soit capable d'égaler le cerveau humain, qui est capable d'analyser les choses et de décider à partir d'une poignée de data, alors que l'intelligence artificielle a besoin de milliards de données. Donc faisons de nos enfants des humanistes multidisciplinaires et enthousiastes, et éloignons-les plutôt du big data au lieu de les mettre dans le piège du big data où l'intelligence artificielle va les dévorer tout cru. Merci beaucoup, Laurent. La guerre des intelligences, le livre du docteur Laurent Alexandre a passé le cap des 100 000 exemplaires, c'est ça? Et bientôt, nouvel ouvrage. On peut en parler? Oui. L'IA va-t-elle sauver la démocratie, c'est ça? L'IA va-t-elle tuer la démocratie? Tuer? J'ai une vision plutôt optimiste. L'IA tuera la démocratie si nous ne diminuons pas les inégalités intellectuelles entre ceux qui comprennent l'IA et ceux qui sont largués et qui sont en train, comme je disais tout à l'heure, de faire naître chaque jour davantage de gilets jaunes, paumés, inquiets, dans le souci et qui ont du mal avec leur fin de mois. Pour sauver la démocratie, il faut que nous modernisions l'école et que nous réduisions les inégalités intellectuelles pour créer une société où nous profiterons tous de la technologie et où il n'y aura aucun naufragé du numérique, où il n'y aura personne d'abandonné. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence et rendez-vous donc sur le stand de la librairie Tonnet.